Avatar, quel dessin animé incroyable. Tout le monde aime Avatar, que ce soit pour son univers complexe, ses personnages profonds et attachants, ou encore pour ses enjeux politiques qui dénotent complètement avec l'aspect enfantin de la direction artistique. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler d'à quel point ce dessin animé est magistral, mais plutôt pour parler d'un épisode en particulier. Un épisode dont l'atmosphère est si différente comparée au reste de la série qu'on a cette étrange impression qu'il n'était pas destiné à des enfants. C'est l'histoire de cet épisode que je m'apprête à vous conter aujourd'hui. Mais avant ça, rapide remise en contexte. On remonte une bonne dizaine d'années en arrière et j'ai 12 ans. Comme à mon habitude, je rentre de l'école un vendredi et comme tous les vendredis à cette époque, il passait 2 épisodes d'Avatar à 23 heures. J'attends donc 23 heures avec impatience et une fois les parents couchés, je m'installe tranquillement dans le fauteuil, la pièce plongée dans le noir, sans me douter un seul instant de quel épisode je m'apprêtais à regarder. L'histoire prend place à la tombée de la nuit. On y retrouve nos 4 héros qui, épuisés à la suite d'une longue journée de marche, décident de s'arrêter dans une forêt afin d'y passer la nuit et de pouvoir s'y reposer. Les heures défilent les unes après les autres et l'obscurité écrasante prend peu à peu possession de la forêt, ne laissant alors comme seule lumière que celle du feu de camp qui vient leur apporter un peu de réconfort. Malgré tout, l'ambiance lourde et étouffante empêche nos héros de trouver le sommeil. Ils ont alors la merveilleuse idée de se raconter tour à tour des histoires de manière à tuer le temps. Et évidemment, 4 jeunes autour d'un feu de camp la nuit en pleine forêt, le thème des histoires était déjà trouvé. Sokka prend d'abord la parole, affirmant avec ferveur qu'il aura une histoire qui ferait même peur aux plus valeureux des guerriers. Il se relève pour conter l'histoire d'un sabre maudit qui, aux grandes dames de ce dernier, fit plus rire ses camarades qu'autre chose. Katara, sans prétention, prend à son tour la parole, d'une voix calme et monotone, pour raconter un événement bien réel qui serait arrivé à sa grand-mère il y a des années. L'histoire qu'elle raconte est assez terrifiante et ses amis qui l'écoutent avec attention commencent doucement à avoir peur, quand soudainement, Toph leur somme de se taire, ressentant les vibrations du sol grâce à sa maîtrise de la terre. Elle jure à ses amis qu'elle entend des voix crier sous la montagne, mais ils ne sont pas dupes et se doutent qu'elle essaye juste de les terrifier encore plus. Puis, au même moment, une vieille femme sort de la pénombre, les faisant tous sursauter. Mais la vieille dame les rassure aussitôt et leur dit qu'ils n'ont rien à craindre. Elle dit s'appeler Amma et explique qu'elle habite non loin d'ici dans un petit village où elle tient une auberge. Elle continue en leur disant qu'ils ne devraient pas rester seuls la nuit dans cette forêt et leur propose gentiment de venir passer la nuit chez elle. Ce qu'ils acceptent sans hésiter, ayant déjà passé trop de temps dans cet endroit terrifiant. Une fois son auberge regagnée, la vieille Amma, tout en leur servant du thé, explique qu'il y a déjà eu plusieurs cas de disparition dans cette forêt. Raison pour laquelle elle les a invités à dormir chez elle. Les héros, bien que reconnaissants, semblent confus, se demandant comment est-ce possible que des gens puissent disparaître sans laisser de traces. La vieille Amma leur raconte alors une rumeur selon laquelle, les nuits de pleine lune, lorsque l'astre s'élève dans le ciel, ceux qui auraient l'audace de pénétrer dans la forêt ne pourraient alors plus jamais en retrouver la sortie. Au petit matin, bien que nos héros eurent du mal à trouver le sommeil, ils se lèvent malgré tout de bonne heure et en guise de remerciement décident d'accompagner Amma qui s'apprêtait à se rendre au marché. Une fois les provisions faites, elle les invite à rentrer déposer les courses chez elle pendant que de son côté elle finit ses emplettes à son aise. Sokka, piqué par sa curiosité, décide d'aller explorer cette dernière, talonné par ses amis qui lui somment d'arrêter, trouvant ça irrespectueux de fouiller la maison de cette adorable grand-mère qui leur ont offert l'hospitalité. Malgré les réticences de ses amis, il continue de fouiner et finit par tomber sur une porte verrouillée à l'étage. Intrigué, il jette alors un coup d'œil au travers de la serrure, se demandant que pouvait bien garder cette porte close. Et bingo! Au centre de la pièce repose un petit coffre de bois. Il dégaine alors son sabre et s'en sert pour forcer la serrure. La porte s'ouvre dans un lourd grincement, libérant le passage. Sans perdre une seconde, Sokka ramasse ce coffre et le confie à Toph afin qu'elle puisse le crocheter. Pendant qu'elle se démène tant bien que mal pour l'ouvrir, Aang et Katara insistent sur le fait que c'est une très mauvaise idée et Katara commence à s'en aller avant de se faire stopper dans son élan par le cliquetis du coffre qui s'est enfin déverrouillé. Ils se jettent tous dessus, rongés par la curiosité, mais au même moment, Amma rentre dans la pièce et ils sont alors pris sur le fait. Mort de honte, Sokka lui tend le coffre de bois. Cependant, la vieille femme ne leur en veut pas et leur propose même de leur montrer ce que contient le coffre. Les héros n'en peuvent plus, le suspense est insoutenable. Que pourrait bien contenir ce petit coffre et... un vieux peigne moisi. La déception est grande mais pas de longue durée, car la vieille Amma leur explique la valeur de ce peigne. Il appartenait autrefois à son peuple, la tribu de l'eau du pôle sud, ce qui au passage a beaucoup d'importance pour Sokka et Katara, car c'est dans cette tribu-là qu'est née leur grand-mère. Mais malheureusement à l'heure actuelle, il ne reste pratiquement plus de descendants de cette tribu car elle fut détruite il y a plusieurs décennies. Suite à cette révélation, Sokka et Katara sont ravis et se rapprochent un peu plus de Amma. Elle les invite à venir manger et décide au passage de révéler qu'elle est un maître de l'eau, puis leur explique ce qu'il est advenu de leur peuple,
comment la Nation du Feu les ont envahis, massacrés, et comment ils ont combattu jour et nuit pour faire face à l'envahisseur. Mais dépassés par le nombre, ils se sont fait enlever puis jetés en prison. Malgré ça, Amma parviendra tout de même à s'évader, mais les souvenirs étant trop douloureux, elle s'arrête dans son récit ne pouvant aller plus loin. Le lendemain dans la matinée, Amma propose à Katara de lui montrer quelques-unes de ses techniques de maître afin de préserver et de représenter l'héritage du savoir de la tribu du pôle sud, ce qu'elle accepte avec joie. Les deux femmes partent alors en balade et Amma en tant que maître expérimenté explique à Katara la règle primordiale pour un maître de l'eau, qui est ni plus ni moins que la connaissance de son environnement. Il se doit de le maîtriser car dans le cas de figure où il se retrouverait à court d'eau, il serait alors perdu. Elle lui montre alors comment l'utiliser à son avantage et aussi toujours être en position de force, quelle que soit la situation. Katara est très impressionnée du savoir de Amma, mais ce n'est pas tout car cette dernière lui explique qu'il existe une technique surpuissante qu'elle a mise au point elle-même. Cependant, elle ne peut être réalisée que lors des nuits de pleine lune, au moment où la puissance des maîtres de l'eau est à leur apogée. Intriguée, elle accepte d'attendre la nuit tombée pour voir cette technique incroyable. Pendant ce temps, Aang, Toph et Sokka, inquiets par le fait que cette nuit sera la pleine lune, sortent dans le but de questionner des villageois au sujet de cette rumeur de gens qui disparaîtraient. Ils finissent par tomber sur un homme qui leur explique qu'il y aurait une personne du nom de Grand-Père Ding qui aurait assisté à ce phénomène. Ils s'empressent alors de se rendre au village avant la tombée de la nuit et parviennent à trouver ce fameux Grand-Père Ding. L'homme affirme que ce n'est pas une rumeur et il leur raconte alors ce qu'il s'est vraiment passé ce fameux jour, comment cette nuit-là il s'est retrouvé figé sur place en voyant la pleine lune. Il explique qu'il était comme paralysé, puis soudainement, son corps s'est mis à marcher tout seul en direction de la montagne. Il était encore conscient, mais ce monde ne répondait plus. L'homme n'a dû son salut qu'au lever du soleil. À l'instant même où les premiers rayons sont apparus, il a regagné ses forces. Au même moment, Toph se remet à entendre des hurlements et dit qu'il viendrait de la montagne, celle-là même dont le vieux Ding parlait. Cette fois-ci, ses amis la croient, et sans perdre une seconde, ils partent en direction de la montagne, convaincus que c'est à cet endroit que se retrouvent les gens qui ont été enlevés. Ils courent de manière effrénée dans une course contre la montre. Au-dessus d'eux, les premières lueurs de la lune commencent à se dessiner dans le ciel. Sur place, ils trouvent une grotte qui s'enfonce sous la montre. Ils y pénètrent et se retrouvent plongés dans l'obscurité la plus totale. Ce qui n'est pas vraiment un problème pour Toph qui les guide grâce à sa maîtrise de la terre. Au bout de la grotte se trouve une porte métallique que Toph pulvérise en une seconde, leur révélant alors un spectacle macabre. Face à eux, une dizaine de personnes enchaînées, le visage creusé par la faim. Les quelques personnes qui parviennent encore à parler leur révèlent qu'ils se sont fait enlever par une sorte de vieille sorcière. Aang et Sokka se regardent dans le blanc des yeux et comprennent que le coupable n'est nul autre que la vieille Amma. Mais il y a un énorme problème, Katara est seule avec elle et ils doivent la retrouver avant que Amma ne lui fasse du mal. Amma contemple la montée de la lune dans le ciel tout en parlant à Katara de son passé. Suite à sa capture par la Nation du Feu, elle fut incarcérée dans une prison de haute sécurité spécialement créée pour les maîtres de l'eau. Une prison dans laquelle ils ne pourront jamais retoucher une seule goutte d'eau, elle se croyait déjà condamnée à jamais. Mais très vite, elle se rendit compte que les soirs de pleine lune, elle parvenait à manipuler les rats présents dans sa cellule et à les plier à sa volonté. Elle s'est entraînée à utiliser ce pouvoir, puis s'en est servie pour contrôler le garde tel une marionnette, le forçant ainsi à lui ouvrir sa cellule, lui permettant de regagner la liberté. C'est ça cette fameuse technique qu'elle a baptisée la maîtrise du sang, un pouvoir qui prend le contrôle d'un hôte et le manipule comme un pantin alors que la personne est toujours consciente. Amma se tourne vers Katara et lui dit qu'à présent c'est à son tour de la prendre et de l'utiliser contre la Nation du Feu. Mais Katara refuse catégoriquement, jugeant cette technique horrible et immorale. Amma insiste alors lourdement car elle estime que les maîtres du feu doivent payer pour ce qu'ils lui ont fait subir. La tension monte et un combat violent éclate entre les deux maîtres. Katara parvient à prendre l'avantage, et au même moment Sokka et Aang débarquent enfin. Malheureusement, ce qui pouvait sembler être une bonne nouvelle va très vite tourner au cauchemar. Amma, se sachant perdu, utilise sa technique pour prendre le contrôle de Sokka et Aang et les force à attaquer Katara qui se défend comme elle peut pour ne pas les blesser. Quand ce qu'on redoutait arriva, Sokka brandit son sabre et fendit l'air à toute allure en direction de Aang. Mais alors qu'on se retrouve à 2 cm de la catastrophe, il semble figé sur place. C'est Katara qui, sous l'adrénaline, est parvenu à copier la technique de Amma et à la retourner contre elle. Les villageois délivrés par Toph débarquent peu après et emmènent la vieille Amma qui a déjà fait trop de mal croupir en prison. Maintenant je m'adresse à vous. D'après vous, qui a réellement gagné ce combat? Katara qui est parvenu à battre Amma ou Amma qui a réussi à transmettre sa maîtrise du sang et à forcer Katara à l'utiliser malgré elle?